Berlin m'a longtemps donné l'impression d'être la ville de la liberté. Pour rien au monde, je ne me saurais imaginer vivre ailleurs, tant j'avais l'impression d'y être libre et de pouvoir échapper aux normes. Berlin, c'était vraiment la ville de mes rêves. C'était la seule ville au monde où je me projetais, et pourtant je ne la connaissais pas bien. Je connaissais surtout sa réputation. Peu importe si le taf me comblait ou pas, je pouvais faire la fête sans limite. Mais est-ce que c'est ça, être libre ? Pouvoir se divertir sans limite, comme si la fête permanente permettait d'oublier, pour quelques heures ou quelques années, l'absence d'horizon politique plus large. Mark Fisher écrivait que l'hédonisme contemporain n'est pas nécessairement le signe de la liberté. Il peut aussi être le symptôme d'un désespoir collectif. Consommer, sortir, voyager, faire la fête, accumuler les expériences. N'est-ce pas un geste du désespoir pour intensifier un présent qui n'offre aucune possibilité, aucun horizon ? Ce qui rend le réalisme capitaliste si puissant, ce n'est pas qu'il détruit systématiquement la contestation, c'est qu'il parvient à l'absorber. Les brèves formes de contre-culture, de contestation, de révolte sont neutralisées en devenant des marques. La révolte devient une esthétique en fait, et la critique un marché. Et c'est pour ça que le capitalisme est si difficile à combattre, parce qu'il semble rendre, en tout cas en Occident, nos petites vies remplies de choses, d'expériences et de divertissements, et parfois même, il leur donne la marque de l'anticonformisme et de la révolte. Le capitalisme sait très bien intégrer sa critique à son récit. Et Berlin en est un parfait exemple. Et donc, depuis des décennies, des millions de personnes viennent y chercher quelque chose, la fête, la liberté, une forme d'expérimentation sociale ou simplement la possibilité d'être quelqu'un d'autre. On y passe un week-end et puis on décide de s'y installer pour de bon, jusqu'à tomber en désamour et la détester pour toujours. Ou pas d'ailleurs. Moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai passé la fin de ma vingtaine et presque toute ma trentaine à Berlin. C'est une ville qui m'a permis littéralement d'arrêter le temps. Je ne pensais pas à ma carrière, pas à m'acheter une maison ou à avoir des enfants comme la plupart de mes amis d'enfance qui ne sont pas à Berlin. Sauf qu'aujourd'hui, cette illusion d'hédonisme et de liberté est conditionnée par l'argent, le capital culturel et très clairement par tes origines, ta couleur de peau et ton passeport. Dans le premier épisode, que je vous invite à écouter, on a exploré l'Allemagne post-7 octobre. Et dans celui-ci, on va la découvrir à travers son marketing alternatif, où ces espaces perçus comme atypiques ont été neutralisés et utilisés par l'État pour exercer son contrôle. Parce que Berlin aime se présenter comme la capitale cool de la diversité, mais que devient cette diversité lorsqu'elle entre en conflit avec la raison d'État, avec la Staatsräson ? À travers les récits d'Arnaud, de Fleur, d'Emma et d'Arthur, on va découvrir ce qu'il se cache réellement derrière la façade bruyante et séduisante de la ville, de la capitale de la techno, et tenter de lever le voile sur la contradiction de Berlin. Une ville qui célèbre la différence tant qu'elle reste compatible avec le récit qu'elle se raconte sur elle-même. Vous écoutez La fête est finie, épisode 2 du hors-série Stille et Fracas par Anissa. Je m'appelle Arnaud, plus connu du coup sous le nom Collègue, qui est mon alias musical et sur les réseaux sociaux. Je suis DJ et du coup je crée du contenu militant sur les réseaux qui allie sociologie et musique. Moi c'est Fleur. Pendant plus de 6 ans, Berlin a été ma maison. Je passais énormément de temps dans la nuit, beaucoup plus que la moyenne, parce que ça faisait partie de moi, mais aussi parce que j'y travaillais. Comme awareness team, comme make-up artist. Donc moi je m'appelle Arthur, ça fait 3 ans que j'habite à Berlin et j'ai commencé à travailler sur la scène techno, les questions de patrimoine culturel. Moi c'est Emma, je travaille dans le jeu vidéo, je suis aussi DJ à mes heures perdues, j'ai été professionnelle mais j'ai arrêté. Je suis à Berlin depuis 3 ans, j'ai travaillé dans quelques clubs à Berlin, plutôt en tant qu'artiste care, à la porte, etc., qu'en tant qu'artiste moi-même. Comment je vois la nuit berlinoise ?
La nuit à Berlin, c'est un peu un paradoxe. La nuit m'a beaucoup apporté. C'était l'endroit où je me retrouvais, où je pouvais danser jusqu'à ne plus penser, où je pouvais créer avec mon make-up et me sentir vivante. Après le 7 octobre, j'ai perdu l'essence de tout ça. Sortir dans des clubs où rien n'a de sens, où les gens se défoncent pour ne rien voir, ça me faisait beaucoup de mal. Pour moi, la nuit berlinoise, elle est polarisée. Il y a d'un côté l'idéalisation de l'expérience à la Berghain, qui en soit très bien, mais qui est une expérience mainstream, pas forcément toujours basée sur la culture et qui est déguisée en un mouvement toujours alternatif, alors que c'est pas le cas. Et du coup, en fait, le vrai monde alternatif, la vraie culture alternative va être très protégée, mise sous scellé, difficile d'accès, qui est quelque chose qui est propre à l'underground en général, mais qui, je trouve, est beaucoup plus inaccessible que ce que j'aurais pu trouver en France. Alors, du coup, rapport à Berlin, super fantasmé, vu que je viens un peu patelin campagne, déjà un rapport au niveau des villes un peu fantasmé, où je me dis que tout est accessible, un peu genre le rêve de la ville. Et Berlin particulièrement quand je découvre les musiques électroniques, donc ma première entrée ça va être avec la techno, et du coup la scène techno berlinoise étant la plus connue, c'est un peu genre le premier truc qui m'a attiré, parce qu'à partir du moment où j'ai découvert le principe de l'exutoire à travers la musique, si genre Berlin était la capitale de la techno, pour moi c'était aussi la capitale de l'exutoire, donc j'avais envie de me retrouver là-bas pour un peu cliché mais se retrouver soi-même, faire des expériences, etc. Et j'y suis allé quand j'avais 20 ans, juste avec un ami qui était un peu plus jeune, qui avait 18-19 ans. Et on a passé 2 semaines dans Berlin à faire un peu le tour, à sortir et tout. Et pour moi, toujours aussi fantasmé, je me rendais pas du tout compte de ce qu'il pouvait y avoir derrière. Moi, il y avait ce truc de façade dans lequel j'avais envie de plaire, que ce soit à travers la posture que je prenais, les paroles que je pouvais prendre, ou même les vêtements. Tout ça, en fait, il y a tout un écosystème dans lequel je voulais plaire et j'avais pas de recul là-dessus. Parce que c'était comme ça que j'avais envie qu'on me voie comme quelqu'un qui se sent bien dans Berlin, donc comme quelqu'un qui est libre. Dans ce truc d'appartenance à la ville, il faut répondre à des critères qui sont quand même assez précis, où c'était c'est toujours un peu la mode, mais des grands mecs ultra fins, je sais pas comment dire, très dévergondés, tu vois, très la mode cuir, vraiment le truc berlinois super précis. Et moi j'avais envie de me complaire là-dedans parce que je me suis dit que j'accéderais à une classe sociale peut-être supérieure, tu vois, et que je serais un peu plus reconnu dans ce milieu culturel. Et alors, le résultat ? Non, ça ne marche pas comme ça. Bon, sur le moment, moi je suis reparti du séjour à Berlin, j'étais toujours aussi comblé par le truc. En vrai, même la ville en soi m'a plu, tu vois, j'ai quand même bouffé du musée, j'ai quand même bouffé de l'histoire et tout, c'était super intéressant. Mais en fait, je suis reparti de ce monde en me disant toujours, j'aime ce qui se passe à Berlin, et c'est un truc qui me donne j'ai envie de le revivre. Donc au final, je suis parti de Berlin comme j'étais arrivé, il n'y a pas eu de grand changement. Et c'est petit à petit quand j'ai commencé à être dans la scène musicale où je me suis rendu compte de ce truc de performatif, de vraiment performer une personne, parce que les DJ en sont genre l'exemple parfait. Et en fait, la population, donc la foule, même à Berlin, est l'exemple parfait aussi du performatif. Et il va y avoir un truc de performer tout le temps sa personne, et même performer ses idées, parce qu'on parle un peu du délire performative male en ce moment, où il y a un faux féminisme pour plaire, mais il y a plein de trucs performatifs, dont un performatif gauchiste, tu vois, où genre... je vais dans ces idées parce que il y a une espèce de hype de suiveurs, je m'habille comme ça donc je performe aussi un style qui est underground, sauf que ton underground, le t-shirt à 800 balles, ça a pas de sens. Il y a plein de trucs de performance qui ont été gentrifiés par Berlin et je m'en suis rendu compte qu'après Déménagé en Allemagne à 5 ans, mais c'est vraiment là-bas que j'ai commencé à aller en club, et c'est au début 1 fois par semaine, 2-3 fois, puis au final tu passes énormément de temps parce que, comme tu dis, c'est des espaces de liberté, c'est des espaces qui sont vraiment... il y a beaucoup d'études sociologiques ou anthropologiques sur pourquoi on a besoin des clubs, qu'est-ce que c'est le milieu de la fête, qu'est-ce que ça permet, et c'est des espaces considérés hétérotopiques, c'est-à-dire qui sont des milieux avec d'autres normes que celles acceptées par la société. Donc on te permet d'être autrement,
d'avoir d'autres pratiques. Donc c'est aussi, ça passe par la prise de drogue, ça passe par un autre rapport au corps, un autre rapport à l'autre. Et ça devient très vite un exutoire pour les gens. Et au début, quand la scène club naît à Berlin, ou même ailleurs, en fait, ces clubs permettent à des gens de fuir leur quotidien, de créer autre chose, et tout de suite on a commencé à parler dans ces milieux-là, surtout tu vois, avec le début de la Love Parade en 89. C'était un milieu alternatif qui était très lié au milieu artistique qu'il y avait avant, donc aussi le punk, le new wave, qui apportait une nouvelle vision des choses parce que c'était pas un truc on veut pas de futur, tu vois, qui était le no future punk, on est sorti de ça. Mais on voulait quand même créer quelque chose de nouveau et contestataire, on peut dire politique, parce que c'était, voilà, on veut le droit de faire la fête, d'être autrement, c'était un peu un truc de rêveur, en fait, les premiers clubs, en tout cas c'était le discours qui était porté. Berlin, il y a quand même eu ce gros truc de post-chute du mur, où ça a été un laboratoire de la bohème à Bâle, tu vois, c'était un exemple, les choses étaient pas chères, les élans culturels allaient à fond, il y avait le sentiment de liberté parce qu'il y a eu l'emprisonnement avant, et en fait je me dis que la culture elle est seulement réelle qu'à partir du moment où le capital s'est pas immiscé dedans. Aujourd'hui, si on peut tirer de l'argent d'une culture, c'est sûr qu'à un moment elle va perdre, et moi je pense qu'il y a des cultures qui restent intègres, des cultures qui sont pas monétisables. Moi ma culture par exemple de paillot, de campagnard, elle est pas franchement très monétisable. On fait tout le temps nos soirées dans les salles des fêtes au même endroit et il y a personne qui a monétisé à fond Francky Vincent et Patrick Sébastien, quoi, tu vois. Ils sont quand même riches, mais il y a pas eu des promoteurs du monde entier qui sont venus dans mon bled en disant waouh, c'est le futur de l'événementiel de faire des soirées en salle des fêtes et de manger des raclettes à 50 autour d'une table. En fait, dans tous les cas, on va vendre son art. Enfin, il y a un truc malsain. À partir du moment où tu veux vendre ton art, où tu veux vendre ton concept de vie, c'est super bizarre. C'est beau de rêver de la bohème, mais au final, les seules personnes qui peuvent parler de bohème et la vivre, c'est la bourgeoisie culturelle, parce qu'il faut avoir la culture de se dire je vais vivre d'amour et d'eau fraîche. Parce que quand tu viens pas de la bourgeoisie culturelle, on te dit de travailler, tu travailles. Et aussi un capital économique, parce que comme tu dis, 50 balles tous les week-ends. Moi, 10 balles la soirée, ça me donne pas envie d'y aller déjà, donc 50 balles le week-end, c'est mort. En fait, la question c'est, à partir de quand une subculture devient culture mainstream ? C'est le moment où ça marche, en fait. C'est-à-dire que une contre-culture, tu vois, peut rester alternative si elle reste de niche. Mais en fait, le moment où ça commence à marcher, ça, tu vois, c'est les travaux qu'il y a eu sur les contre-cultures en général, parce que là on parle de la scène techno, mais en fait si on enlève la dimension techno, en fait ce qui est intéressant c'est comment on définit la scène. Et une scène, c'est une multitude d'acteurs, c'est tous les gens qui sont en contact d'une manière ou d'une autre avec ce milieu-là. Donc ça peut être là les DJ, ça peut être des clubs, ça peut être des acteurs politiques, ça peut être les gens qui vont une fois de temps en temps, ou les gens qui sont toutes les semaines. Les gens qui vivent à côté, en fait, tout ça permet de dessiner le cadre de cette scène. Et en fait, ce qui s'est passé pour la scène techno, c'est exactement ce qui s'est passé avant pour le rap, pour le rock, pour tout ça. En fait, le moment où ça commence à marcher et que de plus en plus de gens y ont accès, en fait, c'est impossible de donner une direction unique à un mouvement et surtout de prévoir comment ça va se développer. Et si c'est devenu si vite mainstream et consensuel, c'est bien qu'il y a des acteurs de cette scène-là qui le voulaient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient ça parce qu'ils voulaient faire la fête, tu vois, être en club ou en warehouse. Il y en a qui voulaient se défoncer, il y en a qui voulaient créer un truc pérenne et faire carrière. Il y en a qui avaient vraiment une vision politique presque humaniste, hyper utopiste du truc, et qui voulaient que ce soit genre, le nouveau langage d'amour, le nouveau truc universel. Quand tu regardes vraiment les discours et les mémoires des gens à ce moment-là, en fait, c'est aussi, il y a des gens qui voulaient refaire le monde, tu vois, comme quand tu refais le monde à 5h du mat, tu vas dans une cuisine. Non, mais c'était hyper divers, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui tu vois, qui ont fantasmé ce truc du Berlin des années 80-90 où tout était possible. En fait, à ce moment-là, c'était comment on réinvente la société, surtout dans une société et une ville qui ont été traumatisées par le XXe siècle. Tu vois,
c'est 2 guerres mondiales, c'est 2 dictatures, c'est la ville séparée, c'est des histoires traumatiques pour toutes les familles, c'est des gens qui ont grandi soit avec peu, soit avec rien, parce que Berlin, à ce moment-là, c'était pourri. Économiquement, il n'y avait rien. Soit tu étais à Berlin-Ouest et tu étais relativement tranquille, mais il n'y a pas tant d'horizon que ça. Enfin, je veux dire, tu es quand même dans une ville fermée. Soit tu es à Berlin-Est et à ce moment-là, c'est encore une dictature, quoi. Donc le milieu alternatif, c'était vraiment comment on réinvente la société. Et le discours qu'il y avait dans la scène techno, c'était l'an zéro, comment maintenant on se projette dans le futur, quoi. Et c'était exactement la vision qu'ont eu les fondateurs, les pionniers de la scène techno à Détroit. Dans une ville post-industrielle, les gens ils ont rien, t'as la moitié de la ville qui est abandonnée, encore aujourd'hui, enfin je veux dire, tellement de quartier, c'est no man's land, y a rien, quoi. Et parce que les gens, d'un coup, ils ont plus rien, il n'y a plus de taf, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ces mecs-là, ils se sont lancés dans le futur avec des machines. Ils étaient là, on va faire le son du futur, on est dans autre chose, enfin, on va créer, on va sortir de ça. Donc, c'est quelque chose de fort. Mais le moment où il y a énormément d'argent qui est investi dedans, beaucoup de tourisme et tout, oui, on sort très vite de ça. En fait, les premiers acteurs de la scène techno, qui avant était une scène acid house, une scène un peu rave, culture rave qui est arrivée en fait en Allemagne et à Berlin parce que ça existait déjà au Royaume-Uni, un peu en France, ça s'est développé. Mais c'est que quand la techno est arrivée de Détroit que c'est devenu la scène techno. Avant ça, c'était par exemple le premier club qui existait à Berlin-Ouest, c'était l'UFO. C'était une cave avec 100-150 personnes qui jouaient de l'acid house. Et à la chute du mur, t'as eu d'un coup un énorme no man's land tout autour de là où il y avait le mur en fait, qui était beaucoup d'usines, beaucoup de trucs abandonnés, beaucoup d'espaces soudainement délaissés qui sont devenus libres. Qui avaient en fait des espaces qui n'ont plus de fonction. D'un coup, ça devenait un énorme terrain de jeu pour ces gens-là qui voulaient créer une nouvelle culture. Et du coup, la question d'appropriation, oui, en fait, il y a aussi c'est surtout beaucoup les Berlinois de l'Ouest qui commencent à se saisir de ces opportunités-là, tu vois, qui arrivent. En fait, il y a Berlin-Est, c'est grand. Il y a plein de places, qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Et t'as évidemment quelques acteurs de Berlin-Est qui sont devenus des DJ et tout de cette scène-là. La nuit à Berlin, c'est un peu un paradoxe. Tu as des espaces de vraie liberté, de créativité, de communautés puissantes qui prennent soin les unes des autres. Et en même temps, tu as une façade énorme des clubs qui prétendent être hors du monde, neutres, apolitique, alors que tout ce qu'on vit est politique. La nuit peut être un refuge, un labo, mais elle peut aussi être une industrie froide qui profite des corps sans jamais leur rendre ce qu'ils donnent. Heureusement, des collectifs comme Adira ou Lunchbox Candy existent encore. Des espaces arabes, queer, engagés, des lieux où tu sens que les gens sont vivants, éveillés et connectés. C'est très très important pour moi, ça, oui. Cette scène-là, si elle rentre bien dans son décor, en fait, elle va maintenir un statu quo. Ça ne questionne plus rien. Ça va pas chercher à aller plus loin dans sa démarche, parce qu'en fait, là, voilà, on a quelque chose de confortable, ça va rester comme ça. On peut, tu vois, aller de plus en plus loin dans la performance de la fête, créer des trucs de plus en plus stylés, peut-être, ok. Mais ça n'ira pas plus loin dans le comment on questionne la société. En fait, on a créé ces espaces de liberté, entre guillemets. Maintenant qu'ils sont là, on va essayer de les maintenir tels qu'ils sont. Ce qui est déjà une épreuve pour beaucoup de clubs post-Covid et parce que voilà, Berlin c'est de plus en plus cher. Donc gentrification d'espace, oui, les loyers montent, il y a des clubs qui ferment. Quand bien même, c'était des clubs historiques de Berlin. Watergate qui va fermer par exemple, le projet d'autoroute qui va dégager tous les clubs sur son passage. Ça c'était aussi la question que je me posais, tu vois, avec qu'est-ce qui se passe s'ils ont le statut à l'UNESCO. Statut qu'ils ont eu d'ailleurs. Juste après que j'ai rendu mon mémoire, il y a eu ce truc-là, et d'un coup tout le monde en parlait, on me disait la scène techno elle est sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà non, parce que de quoi on parle? Est-ce qu'on cherche à préserver des endroits? Est-ce qu'on cherche à préserver
une manière de penser, des pratiques. Et au final, les clubs, s'ils doivent dégager, ils vont dégager. En fait, on s'en fout. Et c'est pas ça qui serait important de préserver. Et dans tous les cas, c'est pas ce qui le sera. Sauf si c'est vraiment un club qui n'a pas lieu d'être inquiété. Bergen, je ne pense pas qu'il sera inquiété avant longtemps. Un exemple édifiant pour illustrer le propos d'Arthur sur la muséification de la culture, excusez le pléonasme, et la façon dont on fête aujourd'hui le 1er mai à Berlin. Et pour vous dire, il y a une méthode beaucoup plus douce et efficace pour neutraliser la contestation, c'est de conquérir les espaces de contestation par l'événementiel. Donc le 1er mai 1987, à la suite d'une intervention policière lors d'une fête populaire à Lautsitzer-Platz, il y a eu des affrontements particulièrement longs et violents. Et donc à ce moment-là, la police, et donc l'État, a perdu le contrôle d'une partie de l'espace urbain, donc soit autour du SO36, Code Bussertor, Oranienplatz. Il n'y a eu aucun mort, mais les images ont marqué l'imaginaire de la ville. Donc les barricades, les rues en feu, la police qui bat en retraite. Tout ça, c'est insupportable pour un État qui construit sa légitimité dans le contrôle. Et donc, à partir de la fin des années 1980, la manifestation révolutionnaire du 1er mai devient le rendez-vous incontournable de la gauche radicale, autonome, antifasciste et anticapitaliste. Kreuzberg acquiert une réputation internationale de territoire de contestation. Donc pendant 2 décennies, chaque 1er mai, la gauche autonome défile et dit à l'État « ces rues sont miennes ». Vous n'avez pas le monopole de la violence. À tel point qu'en 2001, le sénateur de Berlin, qui était un sénateur de la droite conservatrice du parti CDU, interdit la manifestation. Et suite à cette interdiction, de nouveaux affrontements avec la police éclatent. Donc on comprend que la répression, plus de répression, ne sert à rien. Donc commencent à émerger de nouvelles idées pour gérer ce conflit. Notamment le sociologue Peter Grotian, qui défend l'idée qu'il est plus efficace de réduire la conflictualité en occupant l'espace par des activités culturelles, familiales et festives, plutôt qu'en multipliant les dispositifs répressifs. C'est donc dans ce contexte qu'est créé MyFest en 2003. Le festival s'installe précisément dans les rues où se déroulaient traditionnellement les affrontements, autour de Code Bussertor, de Mariannenplatz et Oranienstraße. L'objectif est clair, attirer un public massif, touristique, modifier l'atmosphère du quartier, adoucir les mœurs et rendre du même coup plus difficile l'émergence d'affrontements de rue. Il ne s'agit plus seulement d'empêcher une manifestation, mais de produire un environnement dans lequel celle-ci perd progressivement sa centralité. Le conflit n'est pas supprimé, il est absorbé dans un autre usage de la ville, plus festif, plus touristique et plus rentable économiquement. On le dépolitise. Et cette dynamique, on peut l'observer dans l'histoire des squats berlinois également. Il y a eu aussi des affrontements au début des années 1990 autour de Mainzer Straße. Une grande partie des immeubles étaient occupés, puis ont été progressivement légalisés ou intégrés à des dispositifs institutionnels. Certains espaces autonomes sont devenus des centres culturels reconnus, des coopératifs ou des projets d'habitat conventionnés. D'autres très connus comme le Tacheles, Liebig 14 ont disparu sous l'effet des expulsions, de la pression immobilière et de la gentrification, et surtout parce que ces espaces ne voulaient pas collaborer avec les politiques de la ville. Parce que les formes de vie perçues comme alternatives sont tolérées tant qu'elles sont compatibles avec la gouvernance urbaine et le développement économique de la ville. Berlin ne détruit pas ces contre-cultures, elle les intègre progressivement à son propre récit, transformant ces espaces de conflit en ressources culturelles, touristiques, symboliques et monétisables. Sans ce turnover qu'a eu la ville de Berlin grâce à la culture club au début des années 2000, la ville elle serait vraiment morte. Parce qu'en fait, plus ça attire de gens, plus on va vouloir... Enfin, plus ça va attirer les investissements privés aussi. Parce qu'il faut rénover plus de logements, il faut plus d'hôtels, il faut plus d'infrastructures. Il faut qu'en fait les gens qui viennent à Berlin puissent consommer comme ils ont envie. Parce que Berlin, il y avait beaucoup de place, donc c'est aussi un capitalisme néolibéral hyper fort. Le moment où on a capté que c'était intéressant et qu'il y avait des thunes à faire,
c'est allé beaucoup plus vite qu'ailleurs parce que tu vas dans des villes où on manque d'espace pour réinventer, où il faut jongler avec des infrastructures déjà existantes. Là, il fallait juste faire à neuf. Donc il y a des quartiers entiers qui ont été refaits, Alexanderplatz, tu vois les centres commerciaux. À chaque fois que je vois Uber Eats Arena sur les panneaux, tu sais, les concerts à Uber Eats Arena, attends, on est où? Enfin, pour moi, je trouve ça vraiment dystopique. Et j'avais vraiment pris une claque quand, pour la première fois, j'étais enfin allé faire un truc touristique, au sens commun du terme, à Berlin. J'étais allé voir le mur, tu vois, la Issa Galerie. Et t'arrives là, et moi j'avais encore en tête les trucs, une première mémoire sur comment les Allemands de l'Est ont vécu après la réunification, le déclassement social, toutes ces questions de perte de repères, de perte de valeur de société et tout. Tout cet héritage-là, avec le mur qui est ultra touristique, t'as des armées de gens devant en train de se prendre en photo, il y a des gens qui vendent des bouts de mur, tu vois, super cher. Et juste au-dessus, t'avais cet énorme panneau publicitaire pour Nike, tous les énormes bureaux. Enfin, en fait, c'est trop bizarre. Moi, je trouve ça trop bizarre encore aujourd'hui, tu vois. J'habite juste à côté en plus, donc je vois tout le temps ça. Et t'as vraiment ces deux faces de Berlin, et ça qui est vraiment, genre, on voit le capitalisme qui arrivait durement et qui a transformé aussi tous les lieux alternatifs qui le côtoyaient, parce que ces trucs-là existaient à côté, qui ont dû se réinventer, qui ont dû changer de modèle économique, comme RAW Gelände, la plupart des clubs et des lieux là-bas cessé d'être alternatif. Ça reste alternatif en façade, tu vois, les gens ils ont envie d'avoir ce truc-là qui fait un peu crade, un peu urbex, un peu... voilà, tu vois, c'est cool, on est allé dans un truc qui sort un peu du commun, mais ça reste de la façade, quoi. Dans cette forme finale un peu du capitalisme et du libéralisme dans lequel on se trouve, les soucis qu'on a évoqués au niveau de la fête, c'est d'une la performance. Après, il y a évidemment le manque d'égalité, que ce soit au niveau des line-up par rapport au genre ou par rapport au cachet. Payer un mec 50 000 balles pour après prendre juste des bénévoles que tu peux pas payer, paye ton scandale. Et du coup, ça serait déjà ces deux trucs à réinventer. D'une, le moyen économique, et deux, le moyen social, donc de performance et de distinction bourdeusienne, tu vois. Donc comment réinventer ça ? Le souci avec la distinction, c'est que les réseaux existeront toujours. Le fait de s'habiller de telle manière et de pouvoir rentrer à tel endroit fera toujours une distinction. Donc ça, j'ai du mal à voir comment, pareil, en tant que club, on peut réussir à bouger ça. Parce que même si on dit tout le monde est le bienvenu, tout le monde est accepté, on fait des entrées pas chères et tout, en fait, il va y avoir un truc... genre, c'est sûr qu'il va y avoir un TikTok à un moment qui va sortir en mode ça, c'est le lieu qui fait bouger Paris, tu vois. Un truc qui commence comme ça. Et du coup, il faut appartenir à ce groupe qui va dans ce club. Donc, en fait, tant qu'il y aura les réseaux, l'image sociale et la distinction, elle existera. Parce que c'est notre ère. On est dans une ère de distinction où on doit absolument être différent de tout le monde. Donc ça va être compliqué à changer. Ce qu'on peut réussir à changer, ça va être l'intérieur à la limite. Essayer de faire bouger les lignes sur les line-up égalitaires, essayer de faire des soirées avec peut-être un peu de décroissance, ou alors avec de la levée de fonds, comme on a pu dire, où là, du coup, il y a moins de performance. On est vraiment là plus pour une cause tous ensemble, plutôt que venez me voir et applaudissez-moi. Et je pense que c'est les deux points... ces deux points principaux où il faut revenir. C'est les choses qu'on peut changer, en tout cas. Moi, je pense que l'intérieur de la boîte, on peut le changer. L'extérieur, ça va être compliqué. Des 7. Oktober vergangenen Jahres überfielen hunderte Kämpfer der militant islamique. Am frühen Morgen des 7. Oktober 2023. Le 7 octobre a bouleversé ma vie. J'ai eu l'impression que tout s'effondrait autour de moi. Mes repères, mes certitudes, mes amitiés. Surtout les amitiés. Tout ce qui me paraissait normal avant m'a paru absurde. Je me suis sentie perdue dans une ville où beaucoup jouaient à faire semblant, à se cacher derrière leurs privilèges. Donc j'ai connu l'avant 7 octobre 2023, ça faisait 10 mois que j'étais à Berlin. Donc le 7 octobre, pour moi, ça a été, dans le contexte de l'analyse de cette scène, à la fois une déception et une surprise, étant donné ma proximité avec cette scène. Peut-être que je connaissais pas assez Berlin avant, donc je pourrais pas te dire exactement
comment ça a changé. En revanche, moi, il y a un truc qui a vraiment changé dans ma perception de la sécurité à Berlin, dans le sens où, moi, quand je suis arrivée là-bas, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une réalité qui ne reviendrait jamais en Allemagne. C'était l'une des raisons pour laquelle je suis venue. C'était la montée de l'extrême droite. Pour moi, l'Allemagne avait appris ses leçons et s'il y avait bien un pays en Europe qui n'allait pas faire remonter l'extrême droite et la discrimination d'un peuple ou d'une ethnie, ça serait bien l'Allemagne. Et en fait, ce soutien inconditionnel de l'État allemand à l'État d'Israël, ça a créé un peu le terreau pour que certaines personnes et certains groupuscules d'extrême droite reviennent en toute impunité, parce que en fait, si on se bande les yeux face à ce que fait l'État d'Israël, en fait, il faut aussi ignorer ce que certaines personnes, certains groupes en Allemagne font, et ils l'ont très bien compris. Et moi, vraiment, un événement que j'ai vu où je pensais vraiment pas que ça pouvait arriver, surtout pas dans mon quartier, donc moi je suis à Friedrichshain, c'est cette journée, moi, où j'étais à moitié en mode terreur, mais aussi en mode révolté, où en fait tout mon quartier avait été envahi par une manifestation d'extrême droite qui se voulait anti-gauche, mais qui en fait, quand on voyait des images, était juste anti-tout, en fait anti-humain, et où des gens ont quand même été arrêtés. Beaucoup de gens ont été arrêtés parce qu'ils clamaient des chants nazis. Pour moi, c'est vraiment ça la grande chose, ou la grande réalisation de l'après 7 octobre 2023, où en fait on revient ou en tout cas on revoit l'arrivée d'un groupe qu'on pensait ne plus exister, mais qui en fait attendait juste leur moment, quoi. Alle Ausländer raus. Alle Ausländer raus. Habt ihr verstanden? Warum? Die kann ich nicht leiden. Die Afrikaner, alle raus. Die Afghanen, die Syrer, die Homosexuellen, alle raus. So sieht's aus. Die alleinreisenden Flüchtlinge, das sind Kindersoldaten, die hier installiert werden, um eine neue Rasse zu schaffen und für Sicherheit zu sorgen, weil wir Deutschen ausgerottet werden sollen. Berlin, après le 7 octobre, c'est une ville que je ne reconnaissais plus. Je l'ai vue se diviser, se tendre et devenir violente. J'ai vu le racisme exploser, surtout contre les personnes arabes, BIPOC, queer, des personnes qui ne se taisent pas, des personnes qui militent et qui confrontent. J'ai vu la police devenir encore plus agressive et la censure devenir normale. Berlin se vend comme une ville de liberté, mais c'est une illusion, une liberté réservée à ceux qui ne risquent rien. C'est aussi pour ça que je suis partie, parce que je veux retrouver des espaces où la solidarité existe réellement, où les gens se regardent dans les yeux, où la lutte n'est pas un slogan, mais une réalité. Et en même temps, de l'autre côté, ça a totalement confirmé certaines de mes conclusions, notamment que les entités qui sont les plus représentatives de la scène à Berlin aujourd'hui, donc les clubs, sont devenus des acteurs économiques et politiques dans le paysage berlinois, et qui sont aussi reconnus comme acteurs culturels depuis 2021. Donc ça fait aussi qu'ils sont devenus tristement représentatifs de la société allemande quand il est question de la Palestine et des divisions de la gauche. Donc, on a vu par exemple la non-réponse de la plupart des clubs, labels, artistes, donc un silence presque total de cette scène, quand c'était pas pire, c'est-à-dire un soutien clair à Israël. Donc on a vu le deux poids deux mesures en fait quand il s'agissait de prendre position pour l'Ukraine de manière très claire, versus l'interdiction du kéfier à l'entrée des clubs, ou parfois du treillis, qui peut se comprendre, mais à chaque fois la raison c'était en raison de ce qui se passe en Ukraine, quoi. On ne va jamais parler de la Palestine.
Et sinon, pour ne nommer que ce club-là, enfin sans le nommer même, je pense pas qu'il y a besoin, le seul club officiellement Antifa de Berlin qui affiche fièrement Refugees Welcome sur sa façade, mais qui va aussi donner des soirées de soutien à Israël. Il y a aussi eu le bad buzz du Berghain avec l'animation d'Arabian Panther et surtout, plus encore, leur communication désastreuse suite à ça. Et ça traduit en fait que de manière générale, même en dehors de l'Allemagne, il a fallu beaucoup de temps pour que la scène commence à communiquer dessus de manière transparente. Même si certains artistes, collectifs, festivals ont pu prendre la parole assez tôt dessus, il a quand même fallu attendre que l'opinion publique bascule vers plus de soutien à la cause palestinienne pour qu'il y ait une vraie prise de conscience, entre guillemets, parce qu'on va parler de celle qui est affichée sur les réseaux. Donc ça, c'est simplement une question de marketing. Et qu'on commence à critiquer les institutions silencieuses ou celles liées à des financements israéliens ou qui ont des liens. On peut parler de Boiler Room, de Her, par exemple. Et ce que ça a montré, c'est que ces dynamiques, elles sont malheureusement intrinsèques à notre société capitaliste occidentale, qui est encore clairement raciste, qui tire profit de la situation géopolitique au Levant. Et ça va bien au-delà de la scène techno, et que ça reflète simplement les mentalités, la rigidité des institutions qui ne cherchent qu'à produire de la richesse. On voit que les acteurs qui se mobilisent le plus aujourd'hui, donc qui organisent des fundraisers, qui communiquent sur les réseaux, qui font des appels au boycott, sont ceux de la scène plus alternative ou underground qui n'est pas liée aux grosses institutions. Et que finalement, ces milieux-là sont nécessaires parce que c'est ceux qui semblent capables d'apporter une critique au système. Donc, pour tout ce qui s'est passé post-7 octobre en France, on va dire que sur la scène, il y a eu quand même un militantisme anticolonialiste qui s'est développé. Alors après, on pourra dire ce qu'on veut de ce militantisme-là, que ça peut être pour l'image ou quoi que ce soit, mais bon, ça sera toujours présent dans n'importe quel type de militantisme. Mais en tout cas, dans la scène, en tout cas en France, il y a eu un vrai mouvement de support décolonial qui s'est fait. En tout cas dans la scène bass music, parce que moi j'appartiens à la scène bass. Du coup, dans les scènes plus mainstream, dans les scènes plus mainstream, je dirais que y a peut-être pas eu autant de force dans le mouvement, mais on n'a pas senti que c'était qu'il y a des mouvements pro-Israël par exemple qui se sont développés ou quoi que ce soit. Et par exemple, du coup, ce qui fait sens, c'est quand on a appris le rachat de Boiler Room, donc par KKR qui est du coup un fonds d'investissement qui notamment investit dans l'armement et dans les technologies de guerre et qui soutient à Israël, enfin en tout cas soutien économique. Là, en France, on a quand même vu une grosse partie du monde se désolidariser de Boiler Room, même si il y a encore, du coup c'était il y a 3 semaines, même s'il y a encore 3 semaines un Boiler Room a eu lieu à Paris, on voit que ça a plus la même vigueur, ça a plus la même image, et les gens qui y participent, honnêtement, un peu cringe quoi. Il y a plein de choses à faire de tout ça en fait, mais on retrouvera toujours les mêmes sensus en fait. Donc des bonnes choses, mais toujours pourri par certaines personnes, et sinon ce serait trop facile, il n'y aurait pas de militantisme. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Ch'ti et Fracas. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à rendre sa production et son existence possible. Merci à Lionel pour la post-production et la musique. Merci à Arnaud, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux sous l'alias de collègue. Merci à Emma, merci à Fleur et merci à Arthur pour leur contribution. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le faire circuler, à le rendre vivant.